Ossana Orlowski, bonjour. Bonjour. Pardon, je vais être très intrusif, mais le premier objet de luxe que vous vous êtes offert de seconde main, quel était-il? Quand était-ce? Alors moi, c'était une broche pendentif de la maison Buccellati que j'avais achetée à l'époque en vente aux enchères parce que j'ai toujours aimé la joaillerie et je suivais les ventes de bijoux de l'époque. Donc on est dans le quartier de Drouot en plus, là, donc vous aimez bien. Alors moi, c'était pas Drouot, c'était chez Arcurial et c'était avant de lancer Collector Square. Juste avant, est-ce qu'on pourrait dire que ça était le déclic? Non, peut-être pas. C'était pas le déclic, mais je pense que c'était quand même lié parce que c'est aussi cette connaissance des ventes aux enchères et des objets de seconde main qui nous a donné l'idée de lancer Collector Square et qui m'a permis justement d'avoir cette proximité avec le marché. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro avec aujourd'hui Ossana Orlowski, cofondatrice de Collector Square, la référence de la vente d'objets de luxe de seconde main. Alors ma première question n'était pas anodine, donc il y a 10 ans, donc vous achetez cette broche, enfin, peut-être pas 10 ans, mais... Un peu plus, du coup, c'était avant. Un petit peu plus. Quand vous lancez précisément au-delà de l'acte d'achat dont vous avez fait preuve, qu'est-ce que vous voyez sur ce marché? C'est quoi les étincelles qui vous poussent à créer cette entreprise? Alors, ce qu'on voyait justement à l'époque, c'est que sur le luxe de seconde main, il y avait un potentiel énorme parce que finalement, les objets de luxe étaient comme dormants donc chez les personnes. On s'en séparait pas. La règle, c'était de les garder chez soi et de... Exactement. On a voulu, à travers Collector Square, lancer un modèle innovant sur ce marché-là, innovant par rapport au modèle traditionnel de vente aux enchères, de dépôt-vente, à travers un modèle principalement digital. Et on a choisi à l'époque de prendre un chemin vraiment différent des places de marché, plateformes qui se développaient sur le digital également, à travers du coup un modèle qui mettait en avant le service, l'expertise, dans le but de vraiment se spécialiser sur le segment haut de gamme du luxe de seconde main. Oui, parce que déjà à l'époque, il y a une dizaine d'années, on peut dire à l'époque, mais le digital, c'est pas nouveau, mais disons certains tâtonnent. Le luxe, vous venez de me dire, on se sépare pas de ce qui est à la maison, et donc digital plus luxe, ça fait un sacré chantier en termes de code. De consommation. Digital plus luxe plus seconde main. C'est vrai qu'on est à la croisée de beaucoup de marchés. Il faut la faire. Et de beaucoup de choses. Et c'est pour ça que nous, on a voulu penser ce modèle aussi à la croisée de différentes choses du digital, mais aussi du traditionnel qu'on garde à travers l'accompagnement humain des clients dans les différentes étapes d'expertise, de relations clients, etc. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était très nouveau. Aujourd'hui, on bénéficie d'une grande vague de développement du marché de la seconde main, ce qui met en lumière et ce qui facilite aussi le fait d'acheter de seconde main, de revendre aussi les objets. Et nous, du coup, on surfe sur cette vague en quelque sorte avec un modèle très concentré sur le segment haut de gamme. Une vague sur laquelle vous étiez déjà finalement depuis le début, justement, les premières écumes, les premiers objets vendus au début, c'était quoi? Qui osait vendre sur... Alors nous, on s'est lancé dès le début, on a toujours eu donc 3 départements, horlogerie, maroquinerie, joaillerie. Notre idée était de cibler vraiment l'accessoire, sans dimension péjorative, mais de luxe, avec une dimension mixte. En effet, ce qu'on vendait le plus, c'était les modèles iconiques des grandes maisons. Et c'est toujours ce qu'on vend aujourd'hui. Et on remarque d'ailleurs qu'il y a une certaine permanence des maisons, évidemment, j'allais dire, mais même au sein des maisons, des modèles. Ce qu'on voit en revanche, c'est peut-être un intérêt croissant des clients pour des objets rares. Et c'est aussi nous, notre segment qui est sur le haut de gamme, le luxe en termes de prix, puisqu'on a un prix moyen de 5 000 €. Mais de plus en plus des objets rares, parfois anciens, parfois édition limitée, collector, mais voilà, de pièces. Un côté Drouot, si je puis dire, de la chose. Mais je reviens sur ce que vous venez de dire. C'est amusant, ce paradoxe, entre guillemets, que les mêmes qui veulent se débarrasser
de certains objets, les autres les veulent, parce que finalement, si ce sont ces objets iconiques que vous décrivez, que vous vendez le plus, que vous achetez le plus, ça nécessite une explication, je crois. Oui, parce que vraiment, on a constaté, même sur 10 ans, une grande évolution des clients vendeurs. Et il y a 10 ans, les vendeurs, on attendait vraiment d'avoir besoin d'argent, de place, ou en tout cas d'avoir un élément déclencheur fort pour vendre. Aujourd'hui, les vendeurs, je dirais pas qu'ils sont dans une optique de se débarrasser. Vraiment, ils revendent pour racheter autre chose. Et le système est beaucoup plus fluide, c'est démocratisé. Et ce qui, évidemment, développe le marché et pour nous, donne de la force du coup à ce marché-là à travers des volumes et du coup accélère les choses. Et donc les pièces que l'on vend et que des vendeurs, dont les vendeurs se séparent, ne sont pas, restent désirables. Reste désirable, c'est amusant. Je vous poserai la question que j'avais prévue après, mais la désirabilité, justement, est-ce que il y a les objets que vous proposez sont achetés en claquement de doigts en quelques heures, quelques jours, ou alors certains peuvent rester, à l'instar de certains appartements, sur le site pendant des semaines, des mois? Alors, on a une offre, aujourd'hui on a 15 000 objets en ligne, donc on a une offre quand même assez large, principalement autour de modèles iconiques, mais pas seulement. On a aussi des pièces un petit peu plus rares, parce que certains clients cherchent aussi ce type d'objets-là. Et on a des rotations qui sont assez différentes. C'est vrai qu'il y a des objets qui se vendent très très rapidement. On a même, à travers un système d'alerte sur notre site, des objets qui, à peine mis en ligne, sont immédiatement vendus. Une alerte pour tel produit précis. Exactement. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de demandes qui se concentrent sur quelques modèles, donc c'est intéressant de voir ça aussi. Mais il y a aussi des objets qui restent plus longtemps et vraiment, ce qui est amusant, c'est qu'il n'y a pas de règle. Parfois, il y a des objets qu'on a en ligne pendant plusieurs mois, voire même certains plusieurs années, et d'un coup, il va y avoir 2-3 clients qui en même temps vont chercher vont manifester leur intérêt sur cet objet. Donc c'est variable, mais quand même la plupart des objets se vendent rapidement. On a, pour vous donner une idée, on vend 80% des objets dans les 2 mois. Est-ce que, alors je refais un parallèle avec l'immobilier, ce qui n'a rien à voir, mais qui fixe le prix? Est-ce que c'est vous qui fixez le prix? Est-ce que c'est le vendeur? Est-ce que comment ça se passe en coulisses? Juste, ça m'amuse ce que vous dites, mais on fait le lien. Pour nous, les objets qu'on vend sont aussi des objets d'investissement. Donc c'est vrai que le lien avec l'immobilier est quand même. Alors c'est de nature différente, évidemment. C'est pas le même prix, c'est pas le même usage. Mais il y a quand même un lien assez fort. Du coup, j'en oublie votre question. Ma question, c'était qui fixe le prix? Est-ce que c'est comme quand on vend son appart, est-ce qu'on a envie de le vendre très cher? Et si l'agent immobilier nous dit ah non, il faut mettre moins cher sinon ça se vendra pas, est-ce que vous faites pareil? Est-ce que vous dites ah bah non, cette montre de tel modèle, telle année? Nous, le prix est vraiment fixé par nos équipes et c'est vraiment en fonction de l'offre et de la demande que les prix sur le marché de la seconde main se fixent, se définissent. Il y a souvent des références comme le prix du neuf, parce qu'il y a un certain nombre d'objets qu'on vend qui sont également disponibles en boutique. Donc là, on va se fixer par rapport à une décote. Mais sinon, c'est l'offre et la demande et la rareté ou non de l'objet. L'expertise, vous avez dit, mes équipes, c'est les équipes qui décident, ce sont des experts, on peut dire, qui expertisent, qui examinent à la fois l'état de l'objet, son authenticité aussi, j'imagine. Voilà, chez nous, chez Collector Square, tous les objets sont vraiment choisis par les équipes, expertisés en interne, donc par nous, par nos équipes de spécialistes et d'experts. Donc chaque objet passe entre plusieurs mains. Et ensuite également, décrit, pris en photo, stocké, etc. Par nous. On parle beaucoup en ce moment de l'intelligence artificielle, ça ne vous a pas échappé. Est-ce que, alors j'ai plus le nom
j'ai plus le nom de l'entreprise en tête, mais une entreprise qui permet justement de passer au crible tel ou tel objet, que ce soit de la maroquinerie, une montre, etc., pour déceler, parce qu'on sait qu'il y a des faussaires qui, soit dans le monde de l'art, que vous connaissez aussi, mais on va pas aborder ce sujet, mais des faussaires qui imitent extrêmement bien les pièces. Est-ce que l'intelligence artificielle, ça impacte votre business? Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez référence, dont vous vous servez? Alors nous, aujourd'hui, dans l'expertise, on ne l'utilise pas du tout. Au contraire, on met vraiment en avant l'œil humain, l'œil de nos équipes. Et c'est vrai que le sujet de l'expertise est important pour nous. Et c'est vraiment le fruit de l'expérience. Et c'est pour ça que chaque objet est vu par plusieurs personnes. Et chez nous, les équipes voient passer énormément de volume, et c'est vraiment ce qui forge l'œil des spécialistes et des experts. Et pour authentifier des objets qui viennent d'époques différentes, par exemple une maison peut avoir une signature qui évolue au fil du temps, ou voilà. Nous on se fie vraiment à l'humain pour l'expertise. Alors on a parlé de montres, de sacs à main, d'objets d'art, de choses rares, de choses moins rares, etc. Est-ce qu'il y a une question de la diversification encore de votre offre qui se pose? Est-ce que vous voudriez vendre, on a parlé d'immobilier, des appartements par exemple, ou des maisons? Alors, on s'est lancé donc autour de 3 départements, horlogerie, maroquinerie, joaillerie, et on s'est diversifié il y a maintenant 2 ans avec un 4e département, art et collection. Donc pour nous, c'était une diversification forte et c'était un nouvel univers qui était à la fois proche et différent des autres, proche parce qu'on reste dans le domaine d'objets relativement petits, d'objets multiples, avec une signature, alors pas de maison, mais d'artistes, etc. Mais très différent aussi, parce que c'est un univers beaucoup plus vaste, justement, où tout est moins quadrillé. Et pour nous, c'était l'occasion d'aller encore plus loin dans la curation, l'expertise dont on parlait, et le fait de proposer un canal nouveau sur un segment de marché qui est un segment entre, dans cet univers-là, la décoration et le fine art. On n'a pas de projet de diversification aujourd'hui, plutôt de s'ancrer là-dessus. En tout cas, on n'ira pas du tout vers des objets qui ont des cycles de vie beaucoup plus courts et éphémères, comme la mode, le soulier. Pour nous, c'est vraiment une autre catégorie de produits, et il y a sûrement des canaux mieux adaptés à ça. Peut-être les plateformes, peut-être, je ne sais pas, d'autres choses. Après, on pense aussi que sur des objets de valeur beaucoup plus élevée, type appartement, peut-être fine art, c'est pareil, il y a peut-être d'autres modèles qui sont aussi plus appropriés. Donc nous, sur le digital à prix fixe, on veut plutôt se concentrer sur nos domaines et plutôt s'étendre géographiquement et développer notre notoriété sur d'autres zones géographiques. Dernière question, il nous reste 10 secondes. Ossana Orlovski, est-ce que parfois vous voyez passer des choses sur Collector Square dont vous rêvez, vous? Toujours. Après, on est plus ou moins sensible, mais on voit toujours des objets. Et puis, avec le temps, on affine aussi nos intérêts. On aime de plus en plus, on change de goût. On aime de plus en plus des choses rares qui sortent un peu du lot. Merci infiniment de votre présence sur ce plateau. Je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir invité. À bientôt, avec plaisir.